Alors, si vous tradez un petit peu sur YouTube et que vous vous intéressez au sujet des agences, des structures de coaching, du SMMA, de l'AIA, de ce genre de choses, vous avez peut-être l'impression fausse que agence digitale, c'est un nouveau métier. C'est pas le cas. Les agences digitales les plus vieilles ont 25 ans maintenant. Oui, il existe des agences digitales qui tournent depuis 25 ans. Il y a des milliers d'agences digitales rien qu'en France. Et il y a des centaines de milliers d'agences digitales ou de professionnels de digital ou évidemment de cabinets de consulting en Europe et dans le monde. Donc c'est un marché dans lequel les nouveaux entrants, et c'est peut-être votre cas, ont l'impression de faire quelque chose de nouveau, mais c'est pas le cas. Ce qui est nouveau, en revanche, et c'est la vérité, il faut que vous vous attachiez à ça, ce qui est nouveau, c'est qu'il existe de nouvelles formes d'agences, des nouvelles formes de structures de conseil ou de programmes de coaching, et des nouvelles formes qui évitent de tomber dans les pièges des agences traditionnelles. En vrai, parmi les agences traditionnelles, ceux qui se payent bien sont rares. C'est la vérité. Ceux qui se développent de manière solide sont rares. Posez la question à quelqu'un qui n'a pas trouvé ce nouveau modèle et qui n'est pas construit sur les bons fondamentaux. Vous lui demandez comment va ton activité en ce moment, il vous dira c'est chaud. Vous lui demandez combien tu vas faire de chiffre d'affaires le mois prochain ou dans les 6 prochains mois, il vous dira on fera le maximum. Parce que, parce que quand on est construit sur le mauvais business model, agence digitale, structure de conseil, programme de coaching, c'est pas un bon business. C'est devenu un bon business parce qu'on a compris les erreurs qu'il fallait pas faire et on a compris les positionnements qu'il fallait pas prendre. Dans cette vidéo, c'est ça que je voudrais faire avec vous, c'est vous montrer la différence entre les réflexes qu'on a quand on crée une agence digitale et qui sont pas les bons, et même si vous êtes nouveau sur le domaine, ou même si vous êtes sur YouTube depuis longtemps et que vous avez vu les gourous du web qu'on connaît tous, euh, même si vous êtes dans ce cas-là, il est probable que vous soyez prêt à prendre les mauvaises décisions. Parce que vous avez de mauvais réflexes qui sont conditionnés par, alors sans faire de school bashing, qui sont conditionnés par des trucs qu'on a appris à l'école. Et qui sont conditionnés par des exemples qu'on a à côté de nous et qui sont des exemples de sociétés qui tournent sur un modèle dont vous ne voulez pas. Je vous promets que vous n'en voulez pas. La vidéo que vous allez voir, c'est, comme d'habitude, un extrait d'un module dont on se sert à l'intérieur du réseau de la fabrique, qui est un réseau dans lequel on accompagne en groupe, en réseau, les agences, les coachs, les consultants dans leur développement. C'est un réseau qui regroupe des gens peut-être comme vous, qui ont peut-être comme vous une agence, qui sont consultants, qui sont coachs, et qui développent un chiffre d'affaires récurrent, régulier, de 10, 20, 30 000 euros, certains plus, beaucoup plus, et qui le font sur un nouveau business model. Et donc vous verrez dans ce morceau de module, vous verrez qu'on est complètement transparent. Je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur de la communauté. Et encore une fois, je le fais pour deux raisons. D'abord parce que si ça vous apporte des trucs, je serai très content. Et vous viendrez commenter, ça m'aidera et ça me fera super plaisir de vous avoir aidé. Et ce sera vraiment top. Et puis également, si vous avez envie de vous développer en réseau et d'utiliser un programme qui vous garantit 10, 20, 30 000 euros par mois d'ajouter à votre activité aujourd'hui ou de créer une nouvelle offre ou une nouvelle structure, eh ben, je serais très content de parler avec vous et de voir de quelle manière on peut vous faire rentrer dans le réseau et profiter de l'élan et des systèmes qu'on a mis en place avec les membres du réseau. Merci beaucoup pour ça, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez découvrir des trucs et puis j'espère que vous allez bien comprendre les mauvais réflexes et si vous les avez pris et que vous avez déjà fait ces choix-là, il n'est pas trop tard, on en parle. Alors pour poursuivre un petit peu cette réflexion, on va se dire que on vient tous dans cette activité avec des réflexes qui sont des réflexes que vous avez tirés des expériences passées, des réflexes que vous avez tirés de ce que vous sentez être le bon sens, de c'est comme ça qu'on devrait faire. On a également des réflexes qui nous sont venus d'exemples qu'on essaye de suivre de manière plus ou moins consciente. Ce qu'on va essayer de faire, c'est démonter quelques-uns des réflexes qu'on a et voir de quelle manière certains de ces réflexes vont nous pénaliser et certains de ces réflexes sont bons et il faut continuer. La première chose qu'on va... Hop là. Premier réflexe, le réflexe que beaucoup ont. Alors vous savez, hein, on a accompagné des centaines de personnes qui veulent devenir freelance, enfin qui sont devenues freelance ou qui ont créé des agences. La quasi-totalité du temps, les gens se mettent à vendre des prestations. Pourquoi ils se mettent à vendre des prestations ? Parce qu'ils viennent d'apprendre une nouvelle compétence et ils se disent « je vais vendre cette compétence ». Je viens d'apprendre à créer des sites web, et ben je vais vendre la création de sites web.
je viens d'apprendre à travailler sur les réseaux sociaux, je vais vendre du community management. Et donc ils disent des choses du genre, nous pouvons créer la nouvelle version de votre site web et monter une campagne Google Ads, c'est-à-dire vous vendez vos compétences, vous vendez la discipline que vous venez d'apprendre, vous vendez des prestations. Et ça, c'est un mauvais réflexe. C'est un mauvais réflexe pour deux raisons. D'abord parce que quand tu vends un site web, tu ne génères de valeur à court terme que pour toi, la facture que tu envoies. Le client, fondamentalement, changer de site web à court terme, ça lui apporte quoi? Ça lui apporte une douleur parce que le changement, c'est risqué, parce qu'il y aura peut-être quelques jours d'indisponibilité du site web, et à moyen terme peut-être, à long terme peut-être, il aura des bénéfices d'image. Des gens lui diront, tiens, j'ai vu ton nouveau site web, il est super. À moyen terme peut-être, si ton site web, tu y as mis des capacités de conversion, de génération de leads, de génération de vente en ligne, peut-être du chiffre d'affaires, peut-être des leads, mais progressivement. Et du coup, il y a un premier problème, qui est une sorte de désalignement des résultats. C'est que le fait de vendre une prestation de type site web génère du bénéfice pour toi d'abord, et pour le client beaucoup plus tard. Ce qui signifie que le client sent qu'il a le temps. Et qu'en réalité, un client qui achète une refonte de site web, s'il ne la fait pas ce mois-ci, qu'il l'a fait dans 6 mois, ça ne changera rien à sa vie. Sauf cas hyper exceptionnel dans lequel il a perdu son site web, il faut le redévelopper, il y a un ancien développeur qui ne veut plus maintenir, il y a un virus dessus, un cas hyper exceptionnel. Mais dans la plupart des cas, les clients savent que dans la mesure où c'est un investissement dont on ne voit pas le retour tout de suite, on peut très bien attendre 6 mois, ça pose pas de problème. Et puis le deuxième problème de vendre des prestations, c'est que vous ne savez vendre une prestation qu'à quelqu'un qui sait l'acheter. Quelqu'un qui dit « j'ai besoin d'un nouveau site web ». Quelqu'un qui dit « je comprends que j'ai besoin d'améliorer ma présence sur Instagram ». C'est-à-dire que tu vas venir apporter une réponse à quelqu'un qui a déjà fait le chemin et tu attends en fait qu'il en ait besoin. C'est pas la bonne manière de faire, d'autant plus que plus il a pris de temps à décider qu'il avait besoin de ce que tu vendais, plus il a pris de temps pour envisager combien ça allait lui coûter, de quelle manière il va l'acheter, qu'est-ce qu'il va t'imposer, dans quel timing il veut le faire. Et donc le rapport de force est par défaut inversé. D'ailleurs, ce qui symbolise, ce qui matérialise le plus ce problème de rapport de force, c'est quand ça se passe pour un grand compte ou dans un marché public, où tu reçois le cahier des charges, le CCTP pour ceux qui connaissent, tu reçois le cahier des charges et tu comprends qui est le patron dans le cahier des charges. Tu comprends que c'est le client le patron. Il te dit exactement ce qu'il veut que tu fasses. Il te dit exactement comment il veut que tu le fasses, dans quel délai, et presque à quel prix. Et de toute façon, tu sais qu'il a tellement la main sur son projet que ton prix, il va falloir qu'il soit le plus bas possible, parce que la seule capacité de différenciation que tu as vis-à-vis de tes concurrents, ça va être le prix. Le client sait tellement ce qu'il achète. Et donc, vendre des prestations, ça crée une relation déséquilibrée. Surtout, la règle à suivre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est vendre des résultats. Nous mettons en place un système qui remplit votre agenda avec des rendez-vous qualifiés. Et peut-être que le système qui génère des rendez-vous qualifiés et qui remplit son agenda, peut-être que c'est un site web et une campagne Google Ads. Peut-être que fondamentalement, vous allez fabriquer la même chose. Peut-être que finalement, vendre une prestation ou vendre des résultats, en back-office, en production, ça revient à la même chose. On fait toujours les mêmes prestations, le même site web, la même campagne de Google Ads. C'est pareil, sauf que dans un cas, tu te mets sous la direction de quelqu'un qui sait ce qu'il achète. Dans l'autre cas, tu viens prendre l'initiative de lui apporter du bénéfice. Nous mettons en place un système qui remplit votre agenda avec des rendez-vous qualifiés. C'est fondamental, c'est pas que du copywriting. C'est fondamental et tu verras que dans tous les chapitres dans lesquels on va travailler juste après, c'est absolument fondamental. Donc la règle à suivre, c'est arrêter de vendre des prestations. Vendez des résultats. Deuxième réflexe que beaucoup d'agences digitales ont, et alors beaucoup de nouveaux également, c'est d'avoir un catalogue le plus large possible. Et si vous avez suivi ce qu'on vous dit dans l'incubateur est pour les débutants, on vous dit, si vous avez un positionnement d'agence locale, il vous faut le catalogue le plus large possible parce qu'il vous faut plein d'opportunités pour vendre à vos clients. Et c'est une question de ciblage, c'est une question de marché.
Mais en réalité, ce qu'on vous dit aussi, c'est plus vous avez un catalogue large, plus c'est compliqué à gérer. Parce que vous allez passer de, un jour, vous allez travailler sur TikTok, l'après-midi, il faudra faire un petit peu de site web, le lendemain, vous allez faire un peu d'e-commerce, et puis le surlendemain, vous ferez du copywriting, et c'est ingérable. C'est vraiment très dur à gérer. Si vous voulez monter votre activité à plus de 10, 20, 30 000 euros par mois, voire plus, sans vous filer des angoisses, il faut éviter ça. Il faut vraiment éviter ça. Et surtout, il faut éviter un réflexe qui consiste à dire j'ai besoin de développer mon activité, du coup je vais rajouter une offre. Ça, c'est le réflexe bureau de tabac. Vous savez, hein, les bureaux de tabac font ça. Un bureau de tabac, par défaut, c'est une activité qui est vissée sur un marché. D'ailleurs, c'est une activité dont l'audience est vissée à elle, avec une audience captive. Et la seule capacité du bureau de tabac à développer son chiffre d'affaires, c'est de vendre plus de choses. Parce qu'ils n'auront pas beaucoup plus de clients. Mais ils ont une chance, c'est que les clients reviennent par l'addiction au tabac. Et, et en fait, on voit beaucoup d'agences qui font la même chose et qui se disent de toute façon, moi, mon métier, c'est d'être l'agence locale du coin. Et la seule chose que je peux faire pour développer mon chiffre d'affaires, bah, c'est me mettre à faire autre chose. Et donc, ils viennent souvent d'ailleurs chercher chez nous une prestation pour apprendre à faire de la pub Facebook ou une prestation pour faire un peu de SEO parce qu'ils en font pas. Ou... Voilà. C'est un mauvais réflexe parce que plus vous compliquez le catalogue de prestations, plus vous donnez de choix à vos clients, plus vous retombez dans le mauvais travers dont on s'est déjà parlé, et surtout, plus vous complexifiez le delivery, plus vous complexifiez les opérations de vente, et plus ça devient compliqué. Et la bonne manière de faire, c'est de développer ce qu'on appelle une offre irrésistible, et vous verrez dans le détail comment on fait une offre irrésistible. Et une offre irrésistible, c'est une offre pour laquelle le client se dit « je ne peux pas me permettre de refuser. J'ai pas les moyens de refuser. » Une offre de prestation, et plus elle est large, plus c'est vrai, c'est une offre pour laquelle les clients se disent « ouais, je vais le faire, mais bon, c'est pas pressé. » TikTok, ça a l'air cool. TikTok, ça a l'air cool, on le fera, on le fera. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, et je sais que pour beaucoup, c'est compliqué à suivre, mais le conseil que je vous donne, c'est plus vous avez une offre focalisée, plus vous avez un catalogue petit, et même si vous pouvez un seul produit, une seule offre, plus vous serez efficace sur tous les compartiments du jeu. Une offre irrésistible, bien positionnée sur un marché sur lequel on est sûr d'apporter de la valeur, c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, le réflexe à éviter, c'est de développer un catalogue large, sauf un cas, c'est les agences qui fonctionnent en drop servicing. Il y a un cas qui peut fonctionner avec un catalogue le plus large possible, et là pour le coup franchement large, c'est les agences de drop servicing. Donc vous savez, hein, le drop servicing, c'est le fait de packager des prestations, et à chaque package de prestations, vous avez quelques prestataires qui peuvent le faire pour vous. Du coup, en vrai, une agence de drop servicing, ça n'est pas une agence digitale. C'est une agence d'intermédiaire, presque de gestion de projet en fait. Et du coup, votre métier n'est plus le digital, votre métier, c'est la gestion de projet et l'intermédiation. Du coup, vous avez une offre. Une offre qui est, je vends en France des choses que j'achète en Inde, et je travaille mes processus de gestion pour être capable de faire ça, de délivrer ça. Ça peut fonctionner. Effectivement, ça peut fonctionner, mais parce que vous n'avez plus qu'une offre, qui est l'intermédiation, la gestion de projet. À part ça, à part ce mode de delivery, plus vous multipliez le catalogue, plus ça complique votre vie. Autre mauvais réflexe, on voit beaucoup d'agences qui se focalisent sur les mauvais objectifs, qui se focalisent sur les mauvaises actions. C'est-à-dire des actions qui sont accessoires, qui comptent pas vraiment, mais qui font plaisir. Si vous avez suivi la formation, qu'on pourra le lier d'ailleurs, la formation qui s'appelle Rentabilité, vous souvenez peut-être de l'exemple qu'on avait pris, qui est Benoît, qui est le patron d'une agence immobilière, et qui dépense 20 000 euros dans une campagne d'affichage en 4x3 dans la rue, des panneaux publicitaires. Et vous vous souvenez peut-être, si c'est pas le cas, c'est pas très grave, vous allez comprendre, mais vous vous souvenez peut-être que ce qu'on dit là, c'est que c'est une dépense qui n'a aucun sens en termes de retour sur investissement, c'est une dépense d'ego. Parce que ça fait plaisir, quand on est patron d'une petite agence immobilière, de voir son logo en 4x3 dans les rues. Parce que les copains passent à côté, et qu'on sent qu'on a atteint une étape dans l'entrepreneuriat. C'est une dépense d'ego, mais ça n'a aucun sens en termes opérationnels.
Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que dans les agences que je connais, les nouveaux comme les anciens, hein, beaucoup passent de l'énergie sur des dépenses d'énergie ou d'argent qui sont des dépenses qui n'ont aucun sens. Par exemple, faire un très beau site web. Voire même faire un site web qui n'est pas très beau, mais sur lequel on a passé 6 mois. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Par exemple, préparer d'avance tous les documents possibles et imaginables, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je connais des gens qui ont préparé des propaltypes de toutes les prestations possibles qu'on leur a pas encore demandé, qui ont préparé des clauses contractuelles pour toutes les prestations possibles, qui ont préparé des documents d'onboarding pour toutes les prestations possibles. La personne à laquelle je pense, elle a même préparé un document d'onboarding pour une prestation de TikTok Ads, alors qu'elle ne le vendra jamais. Mais elle a passé du temps à préparer ça. Passer des semaines à choisir le nom de l'agence, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ça n'a aucun sens? Pourquoi toutes ces dépenses-là? Avoir une belle voiture, faire des belles cartes de visite, aller se présenter aux commerçants du coin, tout ça, pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que ça n'entre pas dans votre processus de développement. Ça n'a aucun impact direct dans la capacité qu'a votre entreprise à se développer. Ce que vous devez faire, c'est vous focaliser sur ce qui compte vraiment. Et il n'y a que 4 choses qui comptent vraiment. 1, prendre des rendez-vous. 2, ce qu'on appelle aller au closing, c'est-à-dire savoir vendre. Et 3, délivrer des résultats. Et la 4e, c'est industrialiser et améliorer sans cesse les premiers points. C'est tout ce que vous devez faire. C'est tout ce que vous devez faire. Tout ce que vous faites qui dépense de l'énergie, qui dépense de l'argent, qui dépense de la désorganisation ou de la déconcentration, tout ce qui prend votre énergie ou votre focus et qui ne va pas dans un de ces 3 objectifs qui sont prendre des rendez-vous, vendre et délivrer des résultats, tout ça n'a pas de sens. Il faut que vous vous libériez de tout ça. Il faut que vous alliez vite sur des choses qui vous prennent de la place dans la tête, parce que vous devez vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Prendre des rendez-vous, vendre, délivrer des résultats, améliorer les 3 premiers. Prendre des rendez-vous, vendre, améliorer les résultats. Regardez l'agenda de la semaine dernière, regardez votre liste de tâches, regardez ce que vous avez prévu de faire à partir de demain et barrez tout ce qui ne contribue pas à ces 4 choses-là. C'est vraiment important parce que on a vite fait de prendre du temps pour développer des choses qui nous font plaisir, voire parce que ça nous amuse, ça nous plaît, mais qui ne contribuent pas vraiment à développer ce qu'on est en train de développer. Et ça va beaucoup plus vite que prévu. Donc voilà, ayez en tête dans votre liste de tâches de qualifier toutes les tâches que vous avez prévu de faire selon ces 4 catégories-là. Prendre des rendez-vous, aller au closing, délivrer des résultats, industrialiser les 3 premiers, améliorer les 3 premiers. Si ça ne va pas dans ce sens-là, barrez-les. Alors un autre mauvais réflexe que je vois beaucoup, alors surtout chez les agences digitales qui sont là depuis longtemps, et alors je vous en ai déjà parlé, mais je connais plusieurs patrons d'agences digitales, et notamment un, à chaque fois que je le vois, je lui demande comment ça va en ce moment, il dit on fait le maximum. Quand je lui demande combien de chiffre d'affaires il va faire le mois prochain, il dit on fera le maximum. Mais tu sais, la conjoncture, on ne sait pas trop, on fera le max. La règle à suivre, c'est de faire du calcul, c'est de faire des maths. Vous devez connaître votre processus de développement et vous devez maîtriser vos objectifs intermédiaires. Faisons un calcul simple. Ok? Faisons un calcul simple. Vous cherchez 20 000 euros par mois. Imaginez que vous ayez des contrats avec un panier moyen de 1 000 euros par mois et que vous gardiez vos clients en moyenne 8 mois. Ça veut dire qu'un client a une valeur de 8 000 euros. Jusque-là, on est OK. Pour faire 20 000 euros par mois, vous avez donc besoin de 2,5 nouveaux clients par mois pour être capable d'avoir ces 20 000 euros par mois. Vous me suivez? 2 clients et demi par mois, 2,5 nouveaux clients par mois, ça signifie que si vous avez un taux de signature, c'est-à-dire vous signez un dossier sur 5, ça veut dire qu'il vous faut 13 rendez-vous avec de nouveaux clients tous les mois. Imaginez que vous ayez un ABR. Alors là, je suis là dans une tactique avec simplement de la prospection. Je n'intègre pas ce que vous pourriez faire avec du inbound ou avec du paid.
Je suis que sur de la prospection pour simplifier le calcul. Imaginez que vous ne faites que de l'outreach. On a un critère intéressant en outreach qui est l'ABR, c'est l'Appointment Booking Rate, et c'est sur 100 prospects, combien je prends de rendez-vous, combien je génère de rendez-vous. Là, on doit générer 13 rendez-vous. Imaginez que vous ayez un ABR de 3%, un ABR correct, c'est entre 1 et 5%. Imaginez que vous ayez un ABR de 3%, ça veut dire qu'il faut que vous touchiez tous les mois 433 prospects. Imaginez que vous relanciez 3 fois chaque prospect pour, avant d'abandonner. Vous comprenez, hein, on se le répétera, l'outreach, c'est une question de volume et c'est une question de relance. C'est pas parce que vous appelez une fois quelqu'un qui écrit décroche pas que vous l'abandonnez. Vous relancez au moins 3 fois. Donc ça veut dire que vous devez contacter 4 fois chaque prospect avant d'être sûr que vous l'avez bien traité. Un appel, 3 relances. Ça veut dire que vous devez envoyer 1736 messages par mois, donc 433 x 4. 1736 messages de prospection. Imaginez que vous ayez une routine de prospection qui est diversifiée et que vous fassiez des appels, des mails et des DM, on verra ça après. Ça veut dire que tous les jours, vous devez faire 29 appels, 29 mails, 29 DM. C'est 1 heure de prospection, ça. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous avez un processus en place et que vous faites des maths, vous savez que le jour où vous avez fait vos 29 appels, 29 mails, 29 DM, vous êtes dans la bonne routine. Vous savez que si vous avez fait moins, vous êtes en retard. Vous savez que si vous faites plus, vous prenez de l'avance. Évidemment, vous pourriez n'avoir que des mails, n'avoir que des DM, ne faire que des appels, c'est pas du tout ma question. Ma question, c'est de dire, si vous faites des maths, vous allez trouver des objectifs intermédiaires quotidiens qui vont vous permettre de mettre en place une routine. Et c'est votre routine qui va faire votre succès. Et donc, vous savez que si vous avez bien fait votre travail de setup, si vous avez utilisé les bons modèles de prospection, si vous avez une offre irrésistible, si vous avez mis en place un système, finalement, votre rythme de développement de business, la réussite de l'atteinte de votre objectif de 20 000 euros par mois, c'est une question de routine quotidienne et c'est une question de constance. Tous les jours, vous devez faire 29 appels, 29 mails, 29 DM. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Donc le bon réflexe pour développer une entreprise, ça n'est pas de se laisser balancer par le vent comme une feuille morte, c'est de vous tenir à une routine. De la même manière que vous savez que si vous faites 200 pompes par jour, vous allez développer une cage thoracique, vous savez que si vous faites 90 messages de prospection tous les jours, vous allez faire l'activité que vous voulez. Alors, pour résumer, ce que vous devez faire, c'est vendre de résultats. Ce que vous ne devez pas faire, c'est vendre des prestations. Ce que vous devez faire, c'est avoir une offre irrésistible, celle que les prospects regrettent de refuser. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est avoir un catalogue de prestations long et hétérogène. Et si vous avez besoin de plus de CA, plus de chiffre d'affaires, ce que vous devez faire, c'est plus de prospection. Ce que vous ne devez pas faire, c'est faire une nouvelle offre. Ce que vous devez faire, c'est vous focaliser sur ce qui compte vraiment. Et ce que vous ne devez pas faire, donc ce qui compte vraiment, les rendez-vous, la vente, le delivery. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est vous disperser sur des accessoires qui vous font plaisir, mais qui ne contribuent pas à votre développement. Ce que vous devez faire, c'est alimenter un processus, comme on vous l'a montré dans le slide précédent. Ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que votre entreprise travaille pour vous, que votre entreprise soit un processus de développement. Ce que vous ne devez pas faire, c'est alimenter votre agenda. Il ne faut pas que vous travailliez pour votre entreprise, il faut que votre entreprise travaille pour vous. C'est plus subtil que ça en a l'air, et vraiment, pendant toutes ces fondations, vous allez comprendre comment on fait ça. Ce que vous devez faire, c'est trouver le bon rythme et faire des maths. Et ce que vous devez éviter, c'est d'y aller au flair, en vous laissant dicter par la conjoncture et en vous demandant si ça va bien se passer et si vous avez assez de visibilité sur votre métier. Gardez vraiment bien ça en tête, quitte à imprimer cet écran-là pour y revenir tout le temps. Et la première chose que je vous demande de faire maintenant, c'est ce que je vous ai dit un peu précédemment, tout ce qui, dans votre liste de tâches, ne contribue pas à générer des rendez-vous, faire des ventes ou faire un bon delivery, supprimez-le
et focalisez-vous sur votre système. À cette étape de la vidéo, normalement, vous avez compris qu'on était des gens sérieux, qu'on a des outils, et vous avez compris également qu'on est un réseau de gens comme vous, des coachs, des agences, des consultants, qui partagent une trajectoire de développement et qui partagent des outils qui leur permettent d'aller chercher 10, 20, 30 000 euros tous les mois de manière récurrente. Vous avez compris aussi qu'on était tous des entrepreneurs et qu'on ne fonctionne que sur un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on vous aide à vous développer et ça ne vous coûte que si vous réussissez à atteindre vos objectifs. Et puis, vous avez compris que vous pourriez rentrer dans ce réseau. Alors, on recrute, nous, tous les trimestres, 15 nouveaux participants dans le réseau, pas plus. C'est pas un très gros réseau. On ne cherche pas à réunir des centaines ou des milliers de personnes dans ce réseau. On cherche à réunir un noyau dur de gens très motivés qui s'entraident et qui partagent un système qui fonctionne. Si vous voulez savoir si vous êtes le bon candidat pour rentrer dans le réseau, je serai très content d'en discuter avec vous pendant un rendez-vous. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec un des consultants qui anime le réseau, et peut-être moi. Cliquez dessus, prenez rendez-vous. Nos agendas sont un peu remplis, donc n'attendez pas, prenez rendez-vous. Et moi, je serai très content de comprendre ce que vous faites, vos objectifs, de comprendre de quelle manière on peut vous aider, et puis de vous montrer des gens comme vous qui font partie du réseau et qui se développent et que vous allez pouvoir rencontrer, avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Prenez rendez-vous maintenant et on se voit avec grand plaisir.